Salut, bienvenue sur Harmony Inside, le podcast qui t'aide à créer une culture forte pour ton entreprise et à réussir ta croissance. Je suis Vincent Aboyance, harmoniste d'entreprise au sein du collectif Biharmoniste et j'interviewe des dirigeants qui ont réussi à allier à la fois succès business et culture entreprise exceptionnelle. Pour retrouver leurs conseils et si tu aimes ce podcast, abonne-toi et laisse 5 étoiles et un commentaire si tu es sur Apple Podcast. C'est vraiment d'une aide énorme. Bonne écoute! Et c'est parti. Écoute, merci Jean, je suis hyper heureux d'être avec toi. Merci de me recevoir dans vos super bureaux chez Phoenix. Avec plaisir, be my guest, comme on dit. You're welcome. Écoute, c'est très dur de te présenter parce que t'es un entrepreneur aux multiples facettes, on va dire. Okay. C'est vrai que t'es cofondateur de Phoenix et on va en parler très largement, mais t'as aussi un peu mille vies, t'es investisseur, t'as une vie d'enseignant. T'es dans pas mal de réseaux, de think tanks, des choses comme ça, et t'es aussi le coprésident de Tech for Good. Donc voilà, ça c'est ma tentative un peu lyrique et un peu ratée de te présenter. Est-ce que toi tu veux nous présenter toi déjà, et puis Phoenix rapidement, ce que vous faites pour ceux qui connaissent pas. Ouais, avec plaisir. Donc moi je m'appelle Jean Moreau, je suis le cofondateur de Phoenix. Enfin avant ça plutôt j'ai 37 ans aujourd'hui. J'ai deux petits enfants, une qui a 1 an et l'autre qui a 4 ans, et donc un troisième enfant qui est Phoenix. Et Phoenix a 6 ans maintenant. On s'est créé en 2014 avec une ambition assez claire qui était de limiter le gaspillage alimentaire, donner une seconde vie aux invendus et faire en sorte que plus aucun produit en fin de vie ne termine à la poubelle ou à l'incinération ou en enfouissement. Ça c'est Phoenix, c'est la mission. Et en gros on a 2 solutions pour ça. On a une appli mobile grand public, donc une application B2C qui s'appelle l'application Phoenix que tout le monde peut télécharger dès à présent sur mon téléphone d'ailleurs. Je te le qui permet de racheter des invendus autour de chez soi à prix cassé chez des commerçants de quartier, tu vois, un boulanger, un primeur ou un Franprix ou un Biocop. Et après, ce qui n'a pas été racheté par le conso à prix cassé sur l'appli est proposé via une plateforme qui est une sorte de marketplace du don alimentaire où un Leclerc, un Carrefour va pouvoir proposer les invendus de la veille au Resto du Cœur, à la Croix-Rouge, au Secours catholique, à la Banque alimentaire et ainsi de suite. Et donc ça nous permet, ces 2 piliers-là nous permettent d'arriver quasiment à du zéro déchet alimentaire. Donc la boîte a 6 ans, on a créé 170 emplois. On a 2 fiertés. La première, c'est d'avoir créé une vraie boîte qui scale et qui a de la croissance et de l'ambition, puisqu'on a passé la barre des 15 millions d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier. Et at the same time, on est très fiers d'avoir sauvé 60 millions de repas l'an dernier et 100 millions en cumulé depuis 2014. Donc voilà, on a 2 jambes, une jambe croissance, rentabilité de start-up tech traditionnelle et puis une jambe plutôt impact et mission forte qui nous permet d'avoir un supplément d'âme au quotidien, dans la marque employeur, dans le recrutement et aussi dans la culture. Du coup, je crois qu'on va y venir, mais tout à fait. Mais ça compte. La mission chez nous, elle est super forte. Ça fait vachement de bien. Et à côté de cette casquette d'entrepreneur, comme tu l'as dit, j'ai une autre casquette. Je suis assez investi dans l'entrepreneuriat à impact de manière positive. Et je crois pas mal au rôle de l'entreprise pour réinventer la société et participer à la transition. Je pense même que potentiellement t'as plus d'impact à la tête d'une boîte ou dans des réseaux d'entrepreneurs comme Bicorp ou le mouvement Impact France que je co-préside, que vraiment en politique pure et dure, quoi. Donc voilà, moi j'ai utilisé l'entreprise comme levier de changement et comme levier d'activisme et je pense qu'on peut maintenant créer des boîtes à mission, des boîtes à vocation, des boîtes qui fassent pas que engraisser des actionnaires et servir des dividendes, mais qui est aussi une mission un peu plus noble, quasiment de service public ou d'intérêt général. Donc voilà ma vision pour l'entreprise. Carrément, merci. Je crois que c'est un truc qu'on partage carrément nous chez Biharmoniste. Effectivement, notre raison d'être, c'est aussi de rendre l'entreprise plus harmonieuse. On verra ce que ça veut dire. Mais justement, avec cette idée de culture qui soit déclinée à 360. En fait, à mon sens, t'auras de pas être d'accord, mais la culture part beaucoup aussi des fondateurs, même si elle va évoluer de manière un peu darwinienne au fur et à mesure que la boîte va grandir. Et du coup, si on revient un peu en arrière, un peu avant 2013, sur les premières étapes de ton parcours, donc t'as fait l'ESSEC, t'as fait Sciences Po, et ensuite tu rentres chez Merrill Lynch, et si je me trompe pas, tu décides de partir au bout de 4-5 ans pour trouver plus de sens. Ce sens-là, déjà, comment est-ce que toi tu l'as trouvé dans Phoenix, et comment est-ce que tu fais pour le créer au quotidien chez tes équipes? C'est quelque chose qui est très à la mode aujourd'hui. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent aller travailler dans des boîtes qui ont du sens, dans des classements de startups qui font rêver, etc. Mais à l'époque où tu l'as fait toi, c'était pas forcément évident. Donc comment est-ce que tu fais tout ça en fait? Non, c'était pas évident. Alors je dirais pas on était dans les pionniers, ça c'est sûr. Sur le gaspillage, l'économie circulaire, les modèles à impact, on était dans les tout premiers. Mais il y avait avant nous des boîtes qui avaient déjà un peu cette tendance-là, pas trop tech, mais qui étaient plutôt des boîtes ou des modèles associatifs, des modèles comme je cite souvent les mêmes, mais ça va être les groupes SOS, les unicités, des gens qui étaient dans des ciels bleus, bref, il y en a, ou même la Croix-Rouge ou Emmaüs, qui avaient montré qu'on pouvait faire des choses un peu différemment. Et nous, on a voulu moderniser un peu cette image-là, la dépoussiérer,
la digitaliser. Et donc Phoenix est parmi les premières boîtes emblématiques effectivement de ce qu'on appelle la tech for good. Et donc moi ma quête personnelle, effectivement je crache pas dans la soupe, hein. J'étais pas malheureux en banque d'affaires parce que j'étais bien traité, bien rémunéré, bien formé aussi. C'est un cadre assez exigeant et dans les boîtes américaines, ils mettent les moyens sur les formations et donc c'est plutôt agréable. Et puis c'est très méritocratique. Si t'es bon, tu montes. Si t'es mauvais, effectivement, j'ai connu le upper out. J'ai connu ça dans un autre registre, plutôt dans le conseil que dans la banque, mais alors, je sais pas si c'est souhaitable partout, mais en tout cas, moi, je trouve que c'est un modèle assez vertueux, en tout cas moins politique et moins copinage que dans les boîtes françaises. Et tout ça pour dire que j'étais pas malheureux, mais juste ça manquait de sens. Et je me disais, en plus, je bossais beaucoup. C'est les milieux où tu bosses quasiment 80-100 heures par semaine. Et donc, je trouvais qu'il y a un peu un côté, c'est un peu du gâchis de passer autant de temps au boulot, de mettre autant d'énergie, des nuits blanches, parfois des week-ends, au service de faire, si je caricature, c'est tu vas faire des beaux tableaux Excel, des belles valorisations, des belles presses PowerPoint pour faire fusionner la filiale d'Orange au Nigeria avec la filiale de Portugal Telecom au Ghana. Enfin, tu vois, c'est des projets stratégiques, mais vraiment, t'es très loin de l'opérationnel, très loin du terrain. Tu planes un peu sur des business plans, des PDF, des rapports annuels et tout. Donc, t'es beaucoup derrière ton bureau, effectivement. Mais il y a un côté grisant, intéressant, un peu stimulant. T'es toujours en une des échos sur des projets un peu confidentiels, dans un univers assez feutré, très proche des cabinets ministériels, de Bercy et tout. Donc bon, c'est vraiment pas inintéressant. Franchement, c'est un super poste d'observation. C'est juste que moi, ça manquait de sens et donc je voulais avoir un métier et une carrière qui ait plus d'impact. En revanche, j'avais pas forcément le gaspillage alimentaire dans le sang. J'étais prêt à considérer un peu n'importe quelle carrière qui ait de l'impact. Donc, je sais que quand je commençais à tourner en rond et à vouloir me réinventer, je regardais des projets, tu vois, par exemple, être DAF des Restos du Cœur ou intégrer, comme beaucoup de gens en rêvent quand on a 25 ans, qu'on sort de Sciences Po et de l'ESSEC, la Banque mondiale, l'OCDE, l'AFD, l'agence, tu vois, tous les postes un peu à mi-chemin entre la finance et la politique et le développement international, voire durable. Et donc voilà, bon bref, j'étais ouvert à tout ça. Et finalement, il se trouve que je suis tombé par l'entremise de l'ESSEC dans la marmite de l'entrepreneuriat social, qui était pas encore le tech for good, qui était pas encore l'impact, qui était vraiment le SS au sens quasiment statutaire du terme. Mais je trouvais que c'est un nouveau modèle, un peu un mi-chemin entre le capitalisme débridé et le monde des ONG, du bénévolat, du militantisme, du monde associatif, du non-profit, était une bonne voie médiane et qui était probablement une bonne synthèse de mon parcours entre Sciences Po, Affaires publiques et l'ESSEC. Donc je me suis assez vite retrouvé là-dedans, même s'il manquait la dimension start-up et business model. Ouais, effectivement, enfin, c'est intéressant cette notion de troisième voie que tu portes un peu au final. Ouais. Mais cette troisième voie, au final, t'es un peu en train de la créer au fur et à mesure que t'avances avec Phoenix, puis avec d'autres aussi, j'imagine. Parce que, enfin, toi, pour ceux qui écoutent, il y a souvent beaucoup de clichés. Enfin, tu passes de la banque d'affaires, de la défense, enfin, même du trocage, je crois, pour Merrill plutôt que la défense. Et tu vas dans l'ESS, qui avait pas forcément une image très reluisante il y a 10 ans de ça, tu vois. Comment tu le vis, toi, ce changement? Parce que c'est un changement de culture au final, total, en termes d'entreprise, en termes d'impact, en termes d'objectifs. Moi, je pense que c'est un des gros enseignements de l'entrepreneuriat, c'est qu'il y a deux choses. Effectivement, je suis passé d'un milieu qui était presque la caricature du capitalisme, hein, parce que j'étais dans une banque d'affaires américaine à faire des fusions-acquisitions sur le CAC 40, etc. Donc, je porte pas de jugement, mais c'était, voilà, je pense que c'est probablement aussi en partie pas en rejet, mais en miroir de ça que j'ai essayé de rejoindre l'ESS. Et j'ai atterri dans un milieu où je connaissais personne, j'avais pas de réseau, et c'était des codes très différents, des cultures très différentes, des partis pris très différents, des rapports à l'argent très différents, des rapports à l'ambition, à la croissance très très différents, quoi. En plus, pour revenir sur le sujet du podcast sur la culture d'entreprise, donc tu vois, dans une banque américaine comme Merrill Lynch, il y avait une grosse culture du self-made man à l'américaine, où gagner beaucoup d'argent c'est très bien, aller vite et loin c'est très bien, être promu c'est très bien. C'est pas du tout la culture française où l'argent est tabou, les gros salaires sont tabous, tu vois, bref, surtout dans l'ESS où les grilles de salaire étaient très basses. Donc tout ça pour dire que un des enseignements de l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est que tu peux te lancer dans un secteur où tu connais personne, où tu viens de loin, où à la limite sur le papier t'es diamétralement opposé, et puis en fait si t'es motivé, un peu sincère, un peu malin, bah t'arrives à faire ton trou, à rencontrer les influenceurs, à rencontrer ceux qui comptent, les décideurs, et puis à t'imposer dans le paysage progressivement, tu vois. Et c'est valable aussi sur mon secteur, parce que au-delà de l'ESS, on s'est lancé dans la distribution. Et nos clients c'était Carrefour, Franprix, Leclerc, Super U, Intermarché, où je connaissais personne non plus. Et dans le monde associatif, ONG, Restos du Cœur, Croix-Rouge, Emmaüs, où je connaissais personne. Donc si les gens nous écoutent, s'il y a des wannabe entrepreneurs, ne vous mettez pas de barrière mentale, ne vous mettez pas de blocage, vous pouvez aller... Tu anticipes mes questions, ouais. Vous pouvez aller un peu où vous voulez, quoi.
Bah, c'est un super beau conseil que je m'efforce de donner le même à tous les jeunes qui peuvent écouter. Clairement, il faut le faire. D'ailleurs, tu peux écrire à Jean Moreau, il te répond, c'est super cool. Donc tu vois, il incarne vraiment tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit et tout ce qu'il fait. Et en fait, enfin, comme tu disais, t'aurais pu faire plein d'autres choses, tu vois. Et est-ce qu'il y a un truc en particulier qui t'a fait vibrer toi, par rapport à toi, tes valeurs, par rapport à toi, ta vision du monde, et ta mission, enfin ta contribution là-dedans, dans l'ESS, dans le gaspillage alimentaire, puisque t'aurais pu tout faire avec le parcours que t'avais eu, tu vois. Donc qu'est-ce que ça a déclenché chez toi de fort, en fait, qui t'a... Moi, je trouvais ça, moi, ce que j'ai adoré faire, et ce dont je suis très fier sur le projet Phoenix, c'est d'avoir incarné, comme tu disais, la 3e voie, et puis d'arriver à cocher plusieurs cases, et d'avoir un projet hyper complet, où t'as à la fois un pilier social, avec un impact social fort sur le don alimentaire, ou le pouvoir d'achat qu'on rend aux consommateurs via notre application. Il y a à la fois un pilier environnemental qui est fort, puisqu'on réduit le gaspillage des déchets et l'émission de gaz à effet de serre. Il y a un pilier économique, puisqu'on est quand même avant tout une boîte, on est une start-up, on est sous statut marchand, SAS, avec un agrément solidaire sur lequel je pourrais revenir, mais on est quand même avant tout une boîte avec un modèle économique autonome, et qui ne dépend pas des subventions publiques. Le tout avec du digital en transverse, tu vois, puisqu'on a une appli et une plateforme, et il y a plein d'enjeux de scalabilité, de tech, etc. Et donc c'est ça que je trouve magique dans le projet, c'est que il est assez complet, assez transverse, et il fait appel à plein de compétences. Et je suis pas dans un silo où je suis pas monocompétence comme en banque d'affaires, en finance. Donc c'est ça qui m'a plu, et je suis content qu'on soit arrivé à créer cet animal hybride qui en général est quand même plutôt très bien perçu. Dans 99% des cas, les gens vont comprendre ce qu'on veut faire. Ah oui, carrément. On trouve ça très bien. Effectivement. Et peut-être que t'as 1% de gens qui vont dire ouais, mais est-ce qu'avec son profil de banquier d'affaires, c'est pas un loup déguisé en agneau qui en fait veut faire du fric sur la misère, etc. Mais c'est très très marginal, et je pense que... je les invite à lire tes statuts, du coup, parce que si je me trompe pas, tu reverses 50% des bénéfices de Phoenix à des assos, des projets impact. Non, mais t'inquiète pas, on dort tranquille, hein. Déjà, on est ouvert à la critique, on s'est fait un bon cuir entrepreneurial. Encore une fois, c'est ultra marginal, et ça vient plutôt de gens de la génération d'avant qui sont très 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 militants et qui comprennent pas qu'on puisse avoir des modèles hybrides comme le nôtre. Et je peux entendre en plus. Mais on a plein de choses qui prouvent qu'on fait les choses intelligemment et sincèrement, que ce soit via la redistribution des richesses, ou que ce soit via l'échelle de salaire qui est encadrée, ou via plein d'autres engagements qu'on a par ailleurs. Donc non, t'inquiète, je dors tranquille, je suis à l'aise, je suis bien dans mes baskets, et je peux répondre à... Ouais, le pacte parental aussi que vous avez signé, qui est un truc très cool. Exactement, le congé paternité. Tu nous parlais de tes enfants au début. Ouais. Enfin, tu vois, c'est un truc qui est génial, et typiquement pour les jeunes, ça parle énormément. Ouais. C'est-à-dire que moi, quand j'ai décidé de quitter le conseil, j'ai voulu travailler en indépendant, donc avec Biharmonie dans ce collectif-là. Enfin, tu vois, je suis pas prêt d'avoir une famille, mais c'était une des motivations, tu vois. T'as pas envie de pouvoir avoir ton gamin que 2 semaines quand il arrive, tu vois. Et c'est génial que des boîtes comme les tiennes, enfin, fassent ces efforts-là et inspirent les autres boîtes aussi à faire le même mouvement, quoi. C'est clair. On pense que c'est notre rôle, hein, d'avoir. C'est aussi le cas chez Tech for Good France ou au Mouvement Impact France. Moi, je pense que la transformation, elle viendra à grande échelle par des rôles modèles et des exemples comme le nôtre, mais aussi par la contamination de l'écosystème traditionnel et par la pollinisation dans l'économie réelle et dominante. Si on reste qu'entre nous, qu'entre pionniers avec Back Market, Phoenix, toutes les boîtes un peu sous le feu des projecteurs, on n'ira pas loin. Si on arrive à transformer des gros acteurs traditionnels, là je pense qu'il y aura un changement systémique. Donc effectivement, ça fait partie de notre job de montrer la voie et de prendre des risques avant les autres. Ouais, c'est génial. Et justement, tu parles de rôle modèle. Si on redescend d'un niveau, c'est un point que toi t'évoques aussi pas mal dans ton parcours passé, le manque de rôle modèle à l'époque où t'étais en banque. C'est-à-dire que tu voulais pas forcément devenir tes boss, voilà, sans qu'il y ait aucun jugement de quelconque, tu vois. Tu voulais pas forcément devenir tes boss. Toi, aujourd'hui, c'est toi le boss de ta boîte. Comment est-ce que dans ton management, et même dans le management à l'échelle de Phoenix, comment est-ce que tu fais justement pour donner cette envie aux jeunes de devenir vous plus tard? En fait, comment tes managers et toi jouez ce rôle de rôle modèle chez Phoenix? Alors, moi, c'est sans doute le truc que j'avais le plus sous-estimé en créant une boîte, c'est l'importance de la culture d'entreprise et et la façon dont tout ruisselle, ou en tout cas dans la façon dont la personnalité des cofondateurs ou du cofondatrice, trio, quatuor, duo, peu importe, infuse dans toute la culture. Donc nous, on essaie d'être assez naturel. On a mis avec Baptiste, mon associé, on a couché sur le papier tout un lot de valeurs et une mission. Et après, ça s'incarne vraiment au quotidien c'est un peu impalpable, hein, mais c'est dans l'air du temps, dans l'ambiance dans les bureaux, la façon dont on est accessible, dont on déjeune avec l'équipe, dont on discute avec tout le monde, un management qui est assez libéré, qui est assez horizontal, pas très hiérarchisé, pas très vertical, pas très directif. On va pas fliquer les horaires, on va pas fliquer les trains que les gens prennent le vendredi après-midi. Enfin, tu vois, on est plutôt dans l'entreprise un peu plus moderne, et on fait confiance aux gars.
Et on est assez poussé sur l'intrapreneuriat, c'est-à-dire moi je considère que mon boulot, c'est plutôt d'être chef d'orchestre et d'être entraîneur, donc de passer beaucoup de temps sur le recrutement des bonnes personnes. Ensuite, c'est à eux de jouer. Hein. Moi, je sais pas, ils sont chacun meilleurs que moi dans leur domaine, et donc on fait confiance aux gens et on leur laisse de l'espace et on n'est pas en mode contrôle fric. Ok, ça fait envie effectivement. Et en fait, justement, on parle souvent de troisième voie, tu vois, et en fait, t'as parlé aussi des valeurs. Aujourd'hui, tu me dis si je me trompe, mais t'as quand même une volonté de porter un peu Phoenix aussi à travers ta marque personnelle. Et tu la développes pas mal sur les réseaux, etc. On te voit beaucoup parler. Et en même temps, justement, t'as toutes ces valeurs. Chez Phoenix, ce modèle qui est très horizontal. Est-ce que ça pose pas problème parfois, justement, ce côté de vouloir incarner d'une part l'entreprise et d'autre part vouloir laisser chacun s'épanouir de manière très libérée et très horizontale? Ouais, je suis d'accord, c'est un sujet qu'on a. Enfin, c'est un sujet. Moi je le fais, j'ai toujours la même maxime qui me vient en tête et qui est un peu il y a un gars que tu dois connaître forcément qui est un influenceur aussi, ou en tout cas un speaker qui s'appelle Idriss Abderkan. Ouais, tout à fait. Et qui dit un truc que je trouve très vrai et que je m'applique tout le temps. Tant que l'ego est au service du projet, c'est un moteur et un démultiplicateur incroyable pour l'entreprise. Le jour où le projet vient au service de l'ego du fondateur, le jour où cette relation s'inverse, c'est là où ça devient pervers, et en fait ton projet n'est qu'un prête-nom pour des ambitions politiques, personnelles ou autre quoi. Et donc ça, moi je suis assez clair là-dessus, c'est pas mon souhait. Donc moi je mets mon énergie, parfois mon image ou ce rôle modèle au service du projet pour générer soit de la marque employeur, soit des appels entrants de clients ou d'associations, soit générer du téléchargement sur l'application, mais j'ai cette vision vraiment d'utiliser ma marque employeur, comme tu l'appelles, pour du ROI sur Phoenix et pas l'inverse. Et donc c'est une équipe qui est dure à tenir, parce que on essaie de mettre en valeur d'autres personnes. Tu vois, très souvent, maintenant, je commence à laisser la place dans les interviews, parce que aussi, au bout de 5, 6 ans, 7 ans, quand t'as raconté le même discours pendant 25 entretiens, 100 podcasts, on essaie de changer un tout petit peu pour celui-là. Tu vois, tu finis par vomir ton discours et t'en peux plus, quoi. Donc t'as plus le feu sacré, t'as plus le petit truc en plus qui fait que les gens t'écoutent. Et donc, parfois, c'est bien de renouveler un peu le discours, de mettre de nouvelles têtes, du sang neuf, une autre approche. Donc j'essaie de le faire, mais je me rends compte aussi que c'est très incarné, et que malheureusement, dans l'écosystème actuel, quand, je vais pas citer de nom, mais quand une grande chaîne ou un grand média te propose une interview, et que tu dis oui, on va venir, mais ça sera pas moi, ça sera notre responsable communication, ou notre DRH, ou notre porte-parole, ou notre monsieur RP, tu vois, ils décommandent. Ah ouais. Très souvent, ils veulent une tête d'affiche, ils veulent cofondateur, cofondatrice, président, CEO. Est-ce que t'as un peu cette tarification de l'entrepreneur? Bah, ils veulent des gros noms sur leur plateau, ils veulent des gens connus, ils veulent pas le N-1, N-2, N-3, alors même que ces gens-là ont le très bon discours, connaissent la boîte par cœur, ont un truc et tout, donc, voilà. Je suis encore obligé de m'y coller un peu, même si c'est plus forcément un souhait, mais en tout cas, pour revenir à la question de départ, je regrette pas de l'avoir fait. J'ai hésité longtemps à créer, comme tu disais, des profils perso sur Twitter, en plus de Phoenix, tu vois, ou sur d'autres réseaux. Et finalement, je trouve ça bien de l'avoir fait, parce que ça te positionne ici comme influenceur, comme comment on dit, thought leadership. Tu vois, et du coup, t'es un peu aussi entendu, écouté dans des cercles. Ouais, puis t'as un côté top of mind aussi qui fait voilà. Quand on pense à ce sujet-là, on pense à toi, tu vois. Ouais, quand il faut faire un groupe de travail sur un truc, quand il faut revoir un projet de loi, quand il faut je sais pas, faire une table ronde ou faire une prise de parole, ou quand un cabinet de conseil veut faire réfléchir un client sur les enjeux de Bicorp, de transformation, d'entreprise à impact, on est souvent sollicité. Donc, par rebond, Phoenix en profite, tu vois. Donc, c'était une bonne chose, et je conseille plutôt aux gens de le faire, et d'utiliser le rôle du CEO, de la CEO comme un levier additionnel de prise de parole. Ouais, pour cet en fait. Ouais, je trouve ça bien. Ok. Et du coup, pour revenir sur ce côté entreprise horizontale, en fait, c'est un truc dont on entend beaucoup parler depuis quelques temps maintenant, avec le terme d'entreprise libérée, la holacratie, toutes ces choses qui reviennent beaucoup. Donc toi, tu le testes chez Phoenix en grandeur nature. En fait, qu'est-ce que ça te permet de faire? Et est-ce qu'il y a un inconvénient à l'avoir fait ou pas? Ce que ça me permet de faire, c'est toujours dur chez nous de voir ce qui relève de la mission, de l'ambiance qu'on a créée et de ces modes de gouvernance-là. Tu vois, c'est dur de tout détricoter. Je pense que c'est un système cohérent. C'est probablement un mix des trois, l'état d'esprit des cofondateurs, cofondatrices, du top management, les gens qu'on recrute et les process RH qu'on a mis en place qui sont que c'est hyper cohérent. On n'est pas entreprise libérée au sens propre du terme, hein. Je veux pas mentir aux auditeurs, on va vers ça, on n'est pas dans l'holacratie, on n'est pas dans la gouvernance participative encore. De fait, ça marche comme ça, parce qu'on sollicite beaucoup de gens, on prend beaucoup d'avis, on concerte beaucoup, mais on n'a pas encore mis en place les fameux comités des parties prenantes avec des salariés, des sous-traitants, des fournisseurs, des clients, des assos. Donc on a un fonctionnement quand même au quotidien qui est
classique, même si on est très à l'écoute et qu'on prend beaucoup de choses en bottom-up plus qu'en top-down. Après, ce que ça m'a permis de faire, ce que ça m'a empêché de faire, ce que ça m'a permis de faire, c'est de garder une ambiance de famille, tu vois, et de garder un contact assez fort, alors même qu'on a passé des caps très vite, parce qu'on est passé de 0 à 150 personnes très vite, en 5 ans. Et vous allez encore continuer? Et ça continue, ouais. Et malgré tout, on essaie de rester accessible et de garder cette ambiance de famille, et ça, je trouve qu'on l'a bien réussi. Y compris dans un contexte où nous, on est 80 à Paris, et ensuite, on a une grosse partie de l'équipe qui est éclatée sur 20 sièges en région, que ce soit à Nantes, à Quimper, à Dijon, à Strasbourg, à Toulouse, à Marseille, à Bordeaux, à Lyon. C'est pas évident, ça. Donc, et pour autant, tu vois, c'est assez harmonieux. On pourrait croire qu'il y aurait des contre-cultures et des sous-groupes un peu locaux. Et en fait, non, c'est assez homogène, assez harmonieux. Donc ça, c'est un truc qu'on a bien réussi. Et je pense que c'est en grosse partie grâce à la culture et au mode de management. Ce que ça nous a empêché de faire, c'est peut-être à l'inverse, maintenant qu'on est 170, tu vois. Peut-être que du coup, la contrepartie de ça, si j'ai un peu de recul, c'est plutôt la posture de dirigeant. Où en gros, on est très proche des gens. Et peut-être parfois la frontière entre pote, boss, président un peu statutaire, tu vois, qui se fait un peu respecter, est plus compliquée. Donc, parfois la frontière est dure à placer entre se remettre dans les chaussures d'un dirigeant et dire voilà, maintenant je suis plus accessible. Si tu veux me parler, faut taper à la porte. Et il faut passer par un tel. Ouais, t'es obligé de dire non à un moment donné. Ouais, voilà. Donc à plein de sollicitations tout le temps, quoi. Moi, je pense pas que ça soit un souhait, mais je constate peut-être que parfois c'est la limite du truc où c'est cette question-là de où est-ce que tu places la bonne distance entre ouais, bien sûr, le bon cut, quoi. C'est pas simple. Je vois. Et en même temps, ça rejoint pas mal ce que tu disais avant. Tu fais presque une posture de manager coach. Oui. C'est-à-dire que tu crées le terrain de jeu pour tes employés, en fait. Ouais, et puis après, tu les laisses faire des merveilles, quoi. Oui, exactement. Mais du coup, c'est peut-être ça un des freins. Et après aussi, l'autre frein que je vois, à ce mode de management-là, c'est plus tu grossis, plus malheureusement, for some reason, tu converges vers des modèles d'organisation un peu plus normaux, traditionnels. Et quand, au bout de 5 ans, 6 ans, tu renouvelles ta strate de management et tu vas chercher des gens dans des boîtes plus structurées. Tu vois, on a des managers qui sont arrivés de chez Google, de chez Waze, de chez Uber, de chez Bain et compagnie, bref, dans des boîtes plus de gros cabinets de conseil. Ils sont peut-être plus perdus dans des modes de management très horizontaux où c'est un peu le délire. C'est fun mais sérieux, tu vois. Et du coup, il faut peut-être réajuster à ce moment-là. Quand tu fais venir du 109 de l'extérieur, pour pas perdre tout le monde et pour trouver le bon équilibre, le bon dosage. Et puis en même temps, eux, ils amènent déjà des choses qui sont profondément eux aussi. Donc, oui. Et qui viennent composer, la culture. Voilà, ils amènent plus de process, ils amènent plus de professionnalisme, peut-être. Mais bon, du coup, l'enjeu, c'est que la greffe prenne, sans casser la culture. Exactement. Et sans débrancher tout ce que t'as fait pendant 5 ans, 6 ans. Et justement, quand tu vas recruter même un Top Gun, tu vois, dans une super boîte comme Google, comme Bain, comme McKinsey, que sais-je, comment est-ce que tu t'assures, en fait, qu'il y a un fit avec Short Phoenix? Parce que du coup, vu ce que tu me dis, j'imagine que tu vas pas prendre n'importe qui, aussi bon et expert soit-il. Donc, comment est-ce que tu fais, à quel point tu le vis dans ton processus de recrutement? Alors ça, je pense que c'est d'une part le rôle des RH, que les gens que tu as embarqués en RH, déjà ne pas sous-estimer l'importance de l'équipe RH, donc investir assez vite sur une fonction RH transverse. Il y a beaucoup de startups, mais il y en a très très peu. Ne pas vouloir mettre ce qu'on a fait nous au début, comme beaucoup de gens, quelqu'un qui est un office manager, assistante plus, chef comptable, qui a aussi la casquette RH à 16 heures perdues, puis qui après va monter 5 pattes, qui va monter en compétences, qui va faire les recrutements, et puis la paye, et puis donc, nous on l'a fait, puis on a tardé à investir, tu vois. On a pris une DRH qui vient de chez le Bon Coin, Pauline Bardouin. Je lui rends hommage parce que c'est probablement un de nos meilleurs recrutements de 2020. Félicitations. Mais il est arrivé cette année, tu vois, au bout de 6 ans. Ouais, okay. Et je pense qu'avec le recul, c'était un poil trop tard. Donc bon, en tout cas, pour répondre à la question concrètement, qu'est-ce qui fait qu'on recrute bien? C'est ça, c'est embarquer les bons DRH bien vite, bientôt, et qui prennent bien la mesure de la culture de ce qu'on veut construire et de l'esprit d'équipe. Parce que c'est eux qui vont construire l'équipe derrière. La deuxième chose, c'est d'être hyper impliqué sur le process de recrutement. Au moins des top managers. Moi, je te dis pas que je suis toujours impliqué sur le recrutement d'un commercial ou d'un développeur ou d'un... Ça devient difficile quand t'es presque... Mais par contre, sur le top management, je participe au screening des CV, je participe au dernier round d'entretien et parfois même encore plus. Et je prends vachement de temps pour le faire et je trouve ça hyper important parce que c'est ton job, hein. Quand t'es, au début, t'es joueur. Après, tu deviens entraîneur-joueur. Après, tu deviens entraîneur. Après, maintenant, t'es quasiment sélectionneur, voire président de club, quoi. Donc, toi, tu nommes tes Nasser et tu nommes Leonardo et puis lui il va nommer Tuchel qui va après faire son équipe, tu vois. Donc et ça c'est hyper important. Donc moi je m'implique vachement là-dessus. Et puis il faut pas faire de compromis sur les recrutements. Et dès que moi la règle qui est hyper universelle mais que je retiens, c'est quand il y a un doute, il y a pas de doute. Et donc si t'es pas 100% convaincu, s'il y a pas un alignement de tous les gens qui ont vu le candidat ou la candidate, il faut pas y aller. Il faut reprendre le temps de refaire un process, de repartir à zéro, mais
Donc voilà, on fait voir beaucoup de gens c'est un process qui est assez long chez nous, je pense que t'as au moins 3 ou 4 tours d'entretien. Et il faut une quasi-unanimité pour qu'on prenne quelqu'un. A fortiori sur un poste aussi important que les postes de C-level. Et du coup, pour qu'il y ait cette unanimité-là, parmi tous les gens dans le process, ça implique aussi que toi que vous ayez défini un cadre très très clair, en fait, en termes de quelles sont vos valeurs, etc. Ça, vous l'avez fait. Je crois que vous l'avez fait une première fois en 2017. Vous avez pris 10 valeurs internes et 3 externes, je crois que c'est ça que tu diras, qu'on pourra raconter sur le blog de Phoenix. Ouais. Et aujourd'hui, vous n'en avez plus que 3, du coup, l'audace, la transparence et la confiance. Ouais, c'est bien. T'as bien enseigné. Je prépare mes interviews. Peut-être tu vas laisser un micro dans la pièce à la fin. Exactement. Et en fait, du coup, déjà, ce premier travail, et même celui de le refaire derrière, qu'est-ce qui t'a conduit à le faire? Parce que, toi, t'étais clair sur tes valeurs et ta mission, etc. Mais pourquoi est-ce que tu fais ce travail de formaliser? Et qu'est-ce qui était difficile en fait là-dedans? Moi au début, pour être clair, je considérais, comme je te l'ai dit, que j'avais vachement sous-estimé ça. En école de commerce, je crois que c'était parmi les cours les plus bullshit, les cours de RH et en fait au quotidien, je me rends compte que si je devais refaire une école, si je devais refaire une formation, ça serait forcément une formation en RH, en coaching, en management, en psychologie. C'est un truc à enseigner différemment aussi. Franchement, c'est un truc de malade. C'est comme ça m'aurait aidé, alors qu'à l'époque c'était les cours où j'écoutais le moins, comme beaucoup de gens, parce que bref, c'est pas toujours donné par des gens ultra légitimes. Ou parce que t'en as pas conscience en fait de l'importance des trucs qui se vivent plus qu'ils s'enseignent, je trouve, tu vois. Voilà, exactement. En fait, moi, j'ai fait une formation de coaching et la formation c'est 90% d'expérience. Ouais. Tu coaches et tu te fais coacher. On te fait pas des cours magistraux comme ce qu'on peut te faire à l'école et ça marche pas en fait. Non, en tout cas, donc du coup, j'avais été un peu traumatisé par ces trucs-là. Donc en créant Phoenix, je me suis dit bon, premièrement ça c'est bullshit. Ce qui compte c'est l'exécution, la conquête commerciale et l'efficacité. Et deuxième truc, on a la chance et le luxe d'avoir une mission qui est hyper forte, hyper noble, hyper emballante et qui est autoporteuse, quoi. Tu vois, qui te drive tout seul. T'as pas besoin d'en faire de la tartine et de créer, de formaliser une culture, une mission, une vision, parce que c'est une évidence. On sauve des repas, on redistribue à des gens qui sont démunis et on sauve la planète. Donc j'ai été un peu en rejet de tout ça. Et puis en fait, quand tu grossis, j'ai pris conscience déjà de l'importance de la culture, comme je le disais tout à l'heure, et de l'importance de l'état d'esprit des fondateurs ou de l'équipe fondatrice. Donc on a formalisé un peu ça. Et puis après, le deuxième argument qui m'a fait avancer sur ce chemin-là, c'est 2 trucs. C'est la croissance de la boîte. Et donc, comme je le disais, plus ça grossit, plus ça brasse, et plus il faut réaligner tout le monde, réembarquer les gens et formaliser une culture pour qu'elle soit claire pour tout le monde. Et le deuxième sous-thème par rapport à ça, c'est l'évolution du modèle économique et l'évolution de la mission, parce que parfois on appelle le mission drift, où au départ, nous, on était essentiellement sur le pilier numéro 2, c'est-à-dire le don alimentaire aux associations. Et donc Phoenix est né comme une sorte de banque alimentaire 2.0 ou de Robin des Bois qui allait récupérer chez Leclerc pour donner à l'assaut de Bobigny. Et en fait, au bout de 3 ans, 4 ans, on s'est dit il faut aussi qu'on fasse rentrer le consommateur dans la démarche pour plein de raisons. Et donc on va faire une application mobile. Mais du coup, cette addition à notre gamme de services, elle a fait switcher Phoenix d'une boîte qui était purement à impact social vers une boîte où les assos étaient plus seulement une fin en soi, mais étaient un moyen de placer les invendus au même titre que les consommateurs. Et donc, tu vois, quand tu fais des changements comme ça, il faut que tu le réexpliques à tout le monde, que tu rembarques tout le monde. T'as des gens qui étaient là pour le pilier associatif, qui sont moins à l'aise dans le fait qu'on revende une partie des volumes à des gens qui peuvent être des bobos parfois et qui ont moins besoin des invendus que les assos caritatives. Et donc c'est là que c'est cool de tout remettre à plat et de dire ok, la mission c'est quoi? Alors c'est plus seulement réduire le gaspillage, c'est plus seulement être un acteur de la solidarité, c'est réduire le gaspillage au sens large, avec multi-solutions, de la revente à prix cassé, du don aux assos. La revente à prix cassé est tout aussi noble parce qu'elle donne du pouvoir d'achat à des gens qui sont en galère et il n'y a pas de complexe à avoir. Et en plus, by the way, on va pas cannibaliser le don aux associations, c'est du plus, etc. Donc bon, tout ça pour dire que c'est dans ce contexte-là qu'on a été amené à revisiter la grille des valeurs et à la clarifier, à la reposer sur le papier, et aussi pour la simplifier, parce que quand on a 10, t'en as 0. Ouais, c'est compliqué. Quand on a 3, c'est bien, et quand il faut qu'elle soit originale, tu vois. Moi, je voulais pas avoir les cultures bullshit en mode le but c'est pas de la mettre sur les team murs, quoi. Spirit, engagement et ambition, tu vois. D'ailleurs, pour ceux qui écoutent, je vous assure qu'il y a aucun mot bullshit comme ça écrit sur les murs de Phoenix. Non. Donc voilà, ils mettent pas leur valeur sur les murs, ils en font peut-être des choses du coup. Non, je voulais essayer de trouver des valeurs un peu pas forcément originales, mais en tout cas un peu plus incarnées que des trucs mainstream. Ok. Voilà. Et ça a été dur à faire émerger. Ça a été dur de choisir parce qu'on en avait 4, 5, 6 qui étaient fortes. Et choisir, comme tu le sais, c'est renoncer. Et renoncer, c'est jamais simple. Apprendre à dire non de manière générale, c'est pas facile. Et plus ta boîte grossit, plus t'es sollicité, plus tu dois dire non à plein d'autres trucs, en interne, en externe. Et donc là, en l'occurrence, il fallait dire non à des valeurs qui étaient pourtant assez emblématiques de ce qu'on voulait construire, mais on a fini par choisir ces 3 dont on est très content. Audace, confiance et transparence. Et
On a dû sacrifier l'humour et l'humilité. On a vu qu'il reste quand même un peu un background, mais il y a quand même un fond d'humour qui est nécessaire. Ils sont en sous-titres, mais tu vois, c'est quand même hyper important, la non-prise de tête et le fait de rester à notre place. Tout est allé très vite dans un sens, mais ça peut très bien stagner très vite ou aller très vite dans l'autre sens, donc on reste assez humble avec du recul et de l'humour, ouais, parce que c'est très important. Ouais, puis c'est mieux. Ouais, c'est mieux. Puis au final, au quotidien, c'est quand même plus sympa de faire des vannes que de se mettre des cartouches. Donc... Ouais, carrément. Et justement, il y a un truc sur la culture. En fait, t'as une boîte, c'est un truc que je commence à dire à chaque podcast maintenant, mais tu peux avoir une boîte qui marche très bien. Ouais. Si t'as un bon product market fit et si tu vends très bien, t'as des bons clients, etc. Par contre, ça marche tant que tout va bien. Et enfin, mon point de vue, c'est que la culture, c'est vachement aidant quand t'es en galère, en fait, quand c'est dur. Oui. Et alors, du coup, une question un peu, tu vois, deep. C'est quoi le truc le plus dur que vous ayez eu à traverser chez Phoenix? Et à quoi tu t'es raccroché dans ce moment-là, en fait? Alors, il y en a deux. Le truc le plus dur, c'était avant Phoenix. C'était qu'en fait, au départ, on était 3 associés. Et très vite, on a été plus que 2. Et le troisième étant le cousin de mon associé actuel. Ok. Baptiste. Donc je ne citerai pas de nom parce qu'on est tenu par une clause de confidentialité, mais on a commencé dans la douleur. Donc voilà, ça c'était un truc très dur où en gros, on a fait un faux départ, on a laissé des plumes dans la gouvernance, dans la santé mentale probablement, dans le juridique aussi, parce que ça allait loin, quoi. Mais du coup, ça nous a, qu'est-ce que j'en retire, c'est que ça nous a fait un cuir entrepreneurial, ça nous a permis de nous renforcer, de nous dépuceler, et de démystifier aussi la puissance des outils juridiques, et tu vois, trucs qui font très peur, tant que t'as jamais touché, quoi. Ouais, trucs qui font très peur quand tu reçois une aide d'avocat, quand tu reçois un huissier de justice qui vient te remettre une sommation interpellative. C'est d'ailleurs la fonction de ces outils. Quand t'es convoqué au tribunal de justice, au TGI, au TC, tribunal de commerce et tout. Et puis quand on a vécu 150, je sais très bien comment ça se passe, et donc bon. T'es plus à l'aise, quoi, disons. T'es plus à l'aise et ça donne un peu de force et de pouvoir de négo. Donc ça, c'était franchement un mal pour un bien. Et du coup, ça nous a vachement soudés avec Baptiste. On a fait la guerre ensemble et quand on est reparti, on était d'autant plus déterminés à aller vite et à rattraper le temps perdu historiquement. Et après, l'autre truc le plus dur, je pense que c'est récent. C'est en lien avec la discussion qu'on a eue tout à l'heure sur les phases de la boîte. Je sais pas si tous les auditeurs sont familiers avec ce truc-là, mais en général, on dit qu'il y a une sorte de triptyque dans l'entrepreneuriat qui se séquence en 3 phases. Au début, t'es plutôt dans la phase de start, puis la phase de build et la phase de run. Donc la phase de start, c'est la phase d'amorçage où tu pars de 0 voire de moins l'infini et tu dois créer une marque, un service, un produit, un début d'équipe, trouver tes associés, déposer les statuts. Donc voilà, tu vois, c'est vraiment tu construis les fondations tu construis les fondations de ta boîte de ta maison, quoi. Tu fais vraiment le sous-sol, les fondations et le rez-de-chaussée à la limite. Ensuite, t'es dans une phase et ça, t'as des profils qui sont très bons pour ça parce qu'il faut avoir de l'énergie, être un peu foufou, embarquer les gens, avoir du drive, des clients pionniers, etc. Après, t'as une phase de build qui est plus comment tu construis, comment tu vas un peu habiller ton rez-de-chaussée et construire ton premier étage. Tu vois, tu commences à repeindre les murs, à cleaner un peu le truc, à mettre du plancher, et à solidifier ta structure, à mettre un petit coup de peinture pour qu'elle soit plus sexy. Et tu construis aussi des process, tu construis du management intermédiaire. Et ça, c'est une phase qui est encore qui nécessite des compétences un peu différentes. C'est plus du recrutement, du transfert de compétences, déléguer, structurer des process internes et mettre en place des outils. Tu vois, type Salesforce, un ERP de gestion des factures, etc. Et puis après, t'es dans le run, où c'est encore un troisième type de profil et de talent, où là, ta boîte, elle est plutôt sur les rails, elle tourne, et en gros, c'est juste délivrer au quotidien, améliorer à la marge, faire des ajustements sur l'équipe, sur le pricing, sur le service, mais c'est encore différent, tu vois. Et du coup, à chaque phase, son équipe, presque. Et t'as des fondateurs qui étaient très bien pour le start, qui sont moyens pour le build et qui se font chier ou qui sont plus à l'aise dans le run. Inversement, t'as des mecs qui étaient à contre-emploi dans le start, qui se révèlent dans le build et qui sont des stars du run. Mais nous, on est censé être dans cette phase-là, et du coup, c'est le deuxième truc le plus dur que j'ai dû faire, c'est débrancher des gens du début, proprement, élégamment, etc., mais débrancher des gens du début, ceux qui étaient pas partis d'eux-mêmes, hein. Mais et les remplacer par les gens dont je te parlais tout à l'heure, qui viennent un peu de l'extérieur. Donc, si je reprends la métaphore footballistique, t'étais le PSG il y a 10 ans avec Christophe Jallet, etc. Et puis maintenant tu fais venir des Neymar, des Mbappé parce que t'as plus de moyens, parce que le club, la marque est plus connue, elle est plus sexy, elle est plus Christophe Jallet quand même super emblématique, hein. Mais... Donc voilà, tu vois, il y a des mecs qui t'ont sorti de Ligue 2, qui t'ont fait monter en milieu de tableau, qui ont pas démérité, qui étaient là quand t'avais besoin d'eux et quand t'étais nulle part. Et puis malheureusement pour l'intérêt supérieur de la boîte et l'intérêt supérieur de la cause qui est le gaspillage alimentaire, à un moment donné, il faut que tu prennes des builders et des runners. Et ceux-là, ils sont pas dans ton effectif de base, donc tu fais des gros transferts et tu vas mettre des gens sur le banc. Et donc c'est pas agréable, c'est pas facile à vivre,
mais il faut rester accroché encore une fois, à la vision de long terme et à l'intérêt supérieur de la boîte, et c'est mon job, donc faut mettre l'affect de côté parfois et penser à Phoenix dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, je suis sûr que tout le monde comprend. Bah oui, complètement. Et par contre, du coup, toi, t'arrives à rester à fond au cours de 3 phases, là? Parce que c'est pas forcément, comme tu disais, la même énergie, les mêmes rôles. Non, c'est pas simple. Ouais, non, c'est pas simple. Moi, j'y arrive, et j'y suis arrivé, Baptiste aussi, mon associé. Je te dis pas qu'on n'a pas des coups de mou. Après, la façon dont nous, on s'est accroché au truc. Alors déjà, premier disclaimer, caveat, comme on dit. C'est toujours, c'est la mission, tu vois. Moi, j'en reviens là, mais je porte toujours ces trucs-là, mais c'est aussi pour la raison pour laquelle je crois autant à ces modèles de Tech for Good et de mission et d'entreprise à impact. C'est que on a la chance de pas vendre un logiciel de comptabilité ou de paye, tu vois. Et du coup, la mission te fait quand même tenir dans la durée. Ça permet de garder une motivation un peu intrinsèque, parce que dans tous les cas, ce que tu fais, c'est bien, et dans tous les cas, ta mission, elle te dépasse. Et donc ça, c'est un premier truc. Après, la façon dont on s'est réinventé, dont on s'est resté motivé dans la durée, c'était par 2 choses: les levées de fonds, mine de rien, et deuxièmement par l'intrapreneuriat et l'innovation et le fait de lancer de nouveaux services. Donc au départ, comme je te disais, on a fait du don aux associations. On a essayé de généraliser ce truc-là, de le rendre plus pro, plus digitalisé et plus processé. Et ça, quand on a fait le tour au bout de 3-4 ans, on a lancé l'application mobile B2C, qui était une sorte de renouveau pour nous. Tu vois, en fait, on était en B2B, historiquement, et puis on lance un projet B2C, encore plus tech, encore plus digital, avec une conquête de clients qui doivent faire du téléchargement. Enfin bref, c'était quasiment une boîte au sein de la boîte, quoi. Donc en fait, on était en forme de... On était en pleine phase de build et de run, mais on était par ailleurs sur du starting again, avec un nouveau projet qui sortait de zéro et qui devait... C'est à la fois très cool, ça peut être très dangereux, parce que tu peux créer des silos. Ouais. T'as une boîte dans la boîte, comme t'aurais un état dans l'état, en fait. Ça a été un risque, c'est toujours un risque, hein, c'est qu'on crée des silos ou des boîtes dans la boîte, ou du défocus pour les managers, pour les fondateurs, parce qu'en fait, t'es toujours attiré par ce qui est nouveau, par ton nouveau truc, tendance à te délaisser ton jouet quand t'étais du Noël de l'année d'avant. Donc ça, on fait gaffe, mais c'était un moyen de se réinventer, de tenir dans la durée quand même, de lancer des trucs. On a lancé aussi un réseau de magasins qui s'appelle les épiceries de nous, anti-gaspi, qui était pareil, intrapreneuriat pur. Donc ça, c'était un gros levier de motivation. Et puis après, je dirais que les levées de fonds, paradoxalement, c'était aussi un bon moyen de remettre une pièce dans la machine. Et quand t'es à bout de souffle, ou quand tu vois, on a fait 3 levées de fonds, nous, 500 000, 2 millions 5 et 15 millions. Et à chaque fois, je sais que ça a été une étape, parce que t'embarques des nouveaux actionnaires, un nouveau board, plus de moyens, donc tu changes. Aussi te challenger sur ce que tu fais. Tu vois, tu changes de bureau, tu changes d'équipe, t'as plus de moyens pour gérer ta boîte, donc tu peux faire des trucs que tu faisais pas jusque-là, des campagnes de com, grand public, etc. Donc moi, ça m'a remis une pièce dans la machine, et ça a relancé un cycle de motivation à chaque fois. Parce que tu te réengages aussi auprès des mecs qui mettent beaucoup d'argent chez toi. Quand tu lèves 15 millions auprès d'investisseurs sur un gros plan à 5 ans, bah, tu te dis, voilà, moi, je me commit. Et ce plan à 5 ans, on va le faire ensemble, donc, tu vois, tu te remotives sur des nouveaux cycles. Donc c'était une des vertus de levée de fonds. Il n'y a pas que des vertus par ailleurs, mais. On va y venir. Mais t'es génial parce que tu me fais mes transitions. Mais celle-là, elle était cool. Bah écoute, justement, donc sur ces levées de fonds là, un truc un peu plus terre à terre. Du coup, t'as activité chez Phoenix. Je crois que tu travailles aussi avec 50 Partners. Oui. T'es associé. Yes. Chez 50 Partners Impact, qui est le fonds d'impact de 50P. Mais oui, associé. Ça marche. Et parce que tu arrives à faire tout ça en même temps, visiblement. Et probablement pas tout bien, mais. Et enfin, tu vois, justement, tu parles de cet horizon à 5 ans. Enfin, voilà, les fonds, clairement, ils ont un objectif de sortie, etc. Ils mesurent la performance. Du moins, ils l'ont mesuré jusqu'il y a quelques années de manière extrêmement financière. Bon, c'est aussi quelque chose que tu connais de par ton passé, mais ça n'a pas été trop dur de lever des fonds en allant démarcher des fonds à une époque où il n'y avait pas forcément un nouveau fonds d'impact qui popait par semaine, comme ça peut être le cas maintenant. Alors, en disant, bah voilà, en fait, notre performance, elle n'est pas que financière. Donc, on aura du rendement sur autre chose. Et c'est pas le même temps que le temps de ta mission à travers Phoenix, quoi. Alors, c'est pas forcément en 5 ans que tu vas atteindre le 0 déchet dans le monde, même si je te le souhaite, et je nous le souhaite, mais voilà, il y a ce côté, comment tu concilies ça, en fait, cette nouvelle mesure de la performance avec du court terme et du financier. Non, c'est un bon point. Moi, ce que j'ai vécu il y a 5 ans, 6 ans, quand on s'est lancé, c'est que l'écosystème du financement de l'impact était pas du tout aussi mature qu'il l'est aujourd'hui, et qu'il y avait un énorme décalage entre les fonds d'impact de 2012, 2013, 2014, les pionniers, pour le coup, il faut leur rendre hommage, et puis ce que tu voyais dans la tech à cette époque, tu vois, chez Alven, Ininvest, Serena, etc. Et donc, moi, quand je parlais avec mes potes entrepreneurs de la tech traditionnelle, il y avait une déconnexion énorme sur les montants des tickets, les valos, les termes, les outils de résolution, etc. Il y avait un gros différentiel de culture, et dans l'investissement à impact, qu'on appelait à l'époque encore, ou qu'on appelle toujours d'ailleurs parfois la finance responsable, la finance solidaire, la finance à impact, la finance verte, on avait tendance
même si je veux pas les discréditer ou cracher dans la soupe ou être trop agressif, mais à jouer petit bras, petit ticket, petit moyen, petites ambitions, parce que ça manquait de rôle modèle, on manquait d'exemples concrets, et les gens avaient le sentiment qu'en fait, si tu déployais 10 millions, il n'y avait pas de projet en face suffisamment avec un suffisamment solide pour déployer cet argent-là. Et donc nous, un des travaux qu'on a dû faire avec Phoenix, c'est de déconstruire cette croyance-là et de montrer que dans les boîtes à impact, dans la tech for good, il y avait des équipes crédibles, des marchés crédibles, des startups crédibles qui pouvaient encaisser des 5, 10, 15, 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, d'investissement, pardon. Et depuis, ça s'est fait, ça s'est démocratisé. Tu vois, nous, on a levé 15 millions il y a 2 ans. On est toujours parmi les records du secteur, mais depuis, ça a décomplexé un peu l'écosystème. T'as le Castelli qui a levé aussi 12 millions pour les bouteilles en plastique, mettre fin aux bouteilles en plastique. Il y a Simplon qui fait de la formation au métier du numérique qui a levé aussi 10 ou 12 millions. Il y a AssoConnect qui vient de faire une levée de fonds de 8 millions d'euros auprès d'Xange. Il y a Backmarket qui a fait une énorme levée de fonds de 100 millions, de 120 millions avec Goldman Sachs. Donc voilà, on est maintenant plusieurs à avoir franchi des caps et plusieurs à avoir montré à l'écosystème de l'impact investing que il y avait une génération sur laquelle on pouvait compter et qui pouvait scaler à grande échelle, et pour ça il y avait besoin d'argent et d'investissements significatifs et plus seulement des 500 000 euros, 600 000 euros, 1 million max, 2 tranches, etc. Donc ça, c'était un gros travail qui a porté ses fruits, je pense. Et puis après, comme tu le dis, l'écosystème a monté en gamme. Les fonds d'impact sont devenus à la mode. Maintenant, il y en a quasiment un par semaine qui sort. Et tant mieux. Ouais, carrément. Et même des fonds classiques qui créent des poches impact ou qui se verdissent ou qui s'impactisent. Et c'est bien. Et justement, enfin, tu parlais de cette croyance que, enfin, on va pas mettre 10 millions dans un projet impact parce qu'il aura pas les reins suffisamment solides. Justement, cette croyance un peu limitante. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, enfin, à ton échelle, mais avec d'autres choses dont on parlera après, t'as réussi à la transformer en un truc qui soit plutôt une croyance aidante dans cet écosystème, qui est que l'impact, non seulement, déjà c'est bien, mais en plus ça aide à la performance. Parce que t'arrives à le corréler en fait. Ouais. Je dis pas que c'est facile. Nous, dans nos fonds d'investissement, on a un peu de tout. On a des fonds d'impact pure player, on a des fonds un peu plus green tech, et puis on a des fonds hybrides, et puis des fonds tech traditionnels, quoi, qui sont contents d'avoir un impact, mais pour qui c'est pas un driver de motivation particulier. Après, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met au même niveau de reporting dans tous nos decks l'impact financier, enfin le reporting financier et le reporting extra-financier. Donc tu vois, quand on fait un board, on a des boards trimestriels, on va mettre le même temps à dérouler notre chiffre d'affaires, de croissance, d'acquisition, de téléchargement, de rentabilité, de cash burn, que nos chiffres de dons alimentaires, de nombre de kilos sauvés de la poubelle, de nombre de repas redistribués, de bénéficiaires directs et indirects. Et ça, on éduque un peu comme ça nos investisseurs aussi, en passant autant de temps à montrer que les deux nous touchent autant. Pareil sur le reporting interne auprès de la boîte. Les gens sont incentivés sur leur salaire à la fois sur des KPI financiers, sur des KPI d'impact, nombre de repas sauvés, etc. Donc voilà, on essaie d'aligner tout ça. Après, je te dis pas que j'ai pas encore vu d'investisseurs qui étaient prêts à sacrifier la rentabilité pure et les indicateurs financiers pour les indicateurs purement non financiers. Mais effectivement, c'est plus réussir à montrer aussi qu'il y a un cercle peut-être vertueux entre les deux, tu vois. Non, ce qui marche, c'est le côté hybride. Je pense pas qu'aujourd'hui des gens soient prêts à financer une structure qui soit purement impact et qui ait zéro rentabilité. Enfin, dans un monde marchand en tout cas. Mais le côté hybride est de plus en plus entendu, voire de plus en plus souhaité. Et effectivement, moi je suis persuadé que c'est un levier de résilience parce que c'est une forme d'attraction des talents. Ouais, complètement. De consommateurs aussi, de financement. Donc moi je suis persuadé que c'est un levier de résilience, de faire attention à l'impact. Après, est-ce que tout le monde est encore convaincu? Je pense pas. Je pense que c'est le début de la révolution de l'impact, mais on est bien parti. C'est toujours pareil. Regarde où c'était il y a 10 ans et imagine que ce sera dans 10 ans, quoi. Ouais. Non, c'est clair. J'espère qu'on n'aura plus besoin de dire entreprise à impact ou fonds à impact. Ouais, un truc que ça soit devenu une tautologie, quoi. Ouais. Que ce soit devenu the new standard. Et justement, tu fais beaucoup de choses pour ça, même dans l'écosystème. Un premier truc dont je voulais te parler, c'est chez Phoenix, vous êtes certifié B Corp. Toi, t'es aussi membre du board de B Corp France. Les gens savent pas forcément ce que c'est et en quoi ça consiste. Est-ce que tu peux rapidement nous faire un petit pitch de B Corp et pourquoi c'est génial de le faire? Je peux le faire avec plaisir. I can do it. Non, mais B Corp, c'est intéressant. Ça commence à devenir assez connu. Et en plus, la bonne nouvelle, c'est que la France est le pays le plus dynamique pour l'écosystème B Corp en Europe, avec l'Italie, je crois. Il y a plein de boîtes qui se lancent dans le B Corp. Il y a des boîtes emblématiques comme Nature et Découverte, comme Truffaut. Mais là, en ce moment, il y a plein de boîtes qui sont certifiées, y compris des belles startups emblématiques. Ouais, genre Shine, Luco, Welcome to the Jungle vient d'être certifié. Phoenix, nous, on est depuis 2 ans. Et ainsi de suite. Donc, je pense que c'est une tendance dans plein de boîtes. Alors, qu'est-ce que c'est, grosso modo? C'est un label global qui est né aux US, mais qui est maintenant international, et qui a vocation à certifier
les pratiques à la fois externes et internes de l'entreprise. B Corp, ça veut dire Benefit Corporation. Donc ça certifie un process de boîtes qui font du business différemment. Et en gros, ce que j'ai vraiment apprécié, et ce qui fait la force du label, c'est que déjà il a 10-15 ans, peut-être plus de 10 ans, mais je pense presque 15 ans, qu'il est très très complet, très processisé justement. Et donc très dur à certifier. C'est dur, c'est long, ça prend du temps. T'as 280 questions sur un outil qui s'appelle le BIA, qui est un assessment, un outil assessment en ligne, où en fait tu dois tout passer au crible. Et en gros, c'est pas juste déclaratif, tu dois apporter des preuves. Tu vois, c'est par exemple si on va te dire quelle est la parité dans ta boîte. Ben, tu dois non seulement donner les chiffres de la parité, mais en plus envoyer les fiches de poste et les contrats de travail des gens. Donc ils vérifient bien qu'il y a un vrai formalisme derrière. Ouais. Quand ils demandent ta politique de salaire, les gardes de salaire entre le top management et la base, il suffit pas de le dire. Il faut pareil montrer patte blanche, envoyer des grilles de salaire, envoyer des bulletins de salaire. Quand tu dis voilà, moi j'ai mis en place le congé paternité par exemple, ils vont dire OK, prouve-le, sinon t'as pas les points. Et moi j'ai dit OK, tu peux appeler Alexandre dans l'antenne de Tours ou Nicolas à Nice, ils viennent de prendre chacun 3 mois de congé paternité, donc go for it, appelle-les, ils font un témoignage. Et les mecs te disent ça suffit pas. Où est-ce que c'est marqué noir sur blanc? Dans quel outil juridique tu l'as formalisé? Et si c'est pas dans le règlement intérieur ou dans tes statuts, t'as 0 point. Et donc tu vois, et donc du coup, rien que de faire le chemin de B-Corp et de passer au crible de ces 300 questions, ça, même si t'as pas la certif à la fin, ça t'oblige à poser les bonnes questions, à voir les bonnes pratiques des autres et à mettre en route une mécanique de progrès. Et donc le dernier truc qui est cool sur B-Corp, c'est que c'est précisément une dynamique de progrès. Donc t'es noté sur 300 ou un peu plus. Et en gros, il faut avoir 280 minimum pour passer le cut et pour être certifié. Okay. Et chaque année, tous les 2 ans, t'es recertifié. Et il faut que t'aies mieux que l'année d'avant. Donc t'es obligé de progresser chaque année. Okay. Donc ça c'est bien aussi parce que du coup tu peux te laisser des marges de progression. T'es pas obligé de répondre, de shooter ta réponse quand t'es vraiment au top du top. Tu peux dire voilà, aujourd'hui j'ai 281, je m'accrédite. Et puis, ça me laisse de la place pour progresser sur telle et telle verticale, soit la gestion des déchets au bureau, soit la gestion de la politique de transport, soit la gestion de l'insertion, de l'inclusion, de la diversité, et ainsi de suite. Okay. Et du coup, c'est quoi le conseil que tu donnerais à un dirigeant de boîte qui se pose la question de est-ce que je me lance dans ce process long et exigeant? T'as plein en fait, moi, le principal conseil que je peux donner, c'est aider les dirigeants à voir clair dans la jungle des certifications. Parce que ça devient, comme tu disais, une mode, l'impact. Et donc, t'as de plus en plus de labels, de certifs, qui tournent autour de ça. T'as les entreprises à mission, t'as la loi Pacte, société à mission, t'as B Corp, t'as ce qu'on fait chez Impact France qui est l'Impact Score, qui permet de noter ta boîte, pareil sur des critères assez globaux et englobants, qui est super. On a fait aussi un Tech for Good test. Bon bref, t'as plein de trucs. Donc t'as d'autres labels comme le label Lucie, ou le label même de bien-être au travail, tu vois, type Great Place to Work, etc. Ouais, donc effectivement, quand tu veux te faire certifier, t'as le choix entre plein de trucs. Tout ça, ouais. Ce que je peux dire, moi, c'est que le label B Corp, c'est de loin le plus engageant, le plus complet, mais aussi le plus lourd et le plus long à mettre en place. Donc il faut être motivé, il faut mettre quelqu'un à temps plein là-dessus pendant quelques semaines. Moi je l'ai fait tard, on l'a fait quand on avait 5 ans déjà, et presque 120 employés. Et du coup, c'est long de tout prouver et tout, donc ça nous a pris 2 personnes de temps plein pendant 6 mois. Dont une personne qui était English speaker, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à Amsterdam, il faut apporter plein de preuves en anglais ou faire des calls en anglais. Donc voilà, ça prend du temps, il faut être motivé. Mais encore une fois, c'est un chemin, même si ça se fait en plusieurs fois, c'est une bonne dynamique. Et évidemment, rejoindre par ailleurs, en parallèle de faire le label B Corp, rejoindre Impact France, le mouvement des entrepreneurs à impact positif, sur le plan social ou écologique, parce que pareil, c'est plus simple, plus smooth. C'est très complémentaire et c'est un beau réseau d'entraide et de partage de tous les entrepreneurs qui portent des projets à impact social et environnemental positif. Ok. Et à peu près encore dans notre réseau, donc comme on le disait au début de l'épisode, t'es le coprésident avec Eva Sadoun, je crois, de l'ITA, de Tech for Good. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer, parce que c'est un nom qu'on entend beaucoup, mais on sait pas forcément ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce que ça fait en fait, Tech for Good? Qu'est-ce que tu fais là-bas et pourquoi? Tech for Good France, c'est le réseau des entrepreneurs et des investisseurs, parce qu'on réunit les deux, à la fois des porteurs de projets et des invests, qui mettent la technologie au service du bien commun. Et donc, qui mettent la techno, le digital, les outils numériques, l'innovation, qu'elle soit d'ailleurs high-tech, low-tech, tu vois, on n'est pas que dans le big data, l'algorithmie, la machine learning et tous les mots-clés à la mode, on est aussi dans des boîtes relativement basiques, mais qui ont une innovation d'usage. Par contre, notre carte de référence, c'est les ODD,
les objectifs du développement durable qui ont été fixés par l'ONU. Donc, tu vois, c'est lutter contre la précarité, lutter contre la faim dans le monde, l'accès à l'éducation favorisé pour tout le monde, et etc., etc. Et donc, on pousse et on propulse tous les entrepreneurs qui mettent la tech et le digital au service de la résolution des ODD, parce que on pense que la tech est un enjeu, est un levier de démultiplication d'impact super fort. Et donc voilà, on réunit tous les entrepreneurs. Alors c'est un prisme par rapport au mouvement Impact France. Déjà, premier truc, les deux réseaux vont fusionner. Ok. Pour plus de simplicité, de lisibilité, et pour faire un gros réseau qui fédère tout le monde, les acteurs high-tech, low-tech ou no-tech. Mais c'est la version très digitale de Impact France. Et ça va devenir la track tech d'Impact France. Et donc on porte, tu vois, dans les boîtes, pour donner un peu des exemples, dans les boîtes qu'on a chez Impact, chez Tech for Good France, on a Yuka, qui est un exemple typique. On va avoir Recyclivre, qui fait du recyclage de bouquins, qui rachète tes vieux livres et qui les revend sur une marketplace alternative à Amazon pour moins cher. Donc à Noël, elle est tous sur Recyclivre. On a la Belle Emmaüs qui fait pareil sur les jouets, les fringues, qui est une sorte de Vinted solidaire, avec des gens en insertion qui vont trier faire les colis, etc. On a Microdon, qui fait de l'arrondi sur salaire, sur ticket de caisse, sur les terminales de toute la grande distribution. On a AssoConnect, qui fait un logiciel de CRM pour les associations, pour mieux gérer son asso, ses membres, sa collecte de fonds. Enfin, on a plein d'exemples comme ça. Castali, Wenabi, qui est une plateforme d'engagement pour généraliser le mécénat de compétences dans les grands groupes. Okay. Donc voilà, c'est un peu toutes ces boîtes-là qu'on essaie de pousser, tous ces modèles qui ont des plateformes tech pour favoriser, je te dis, le mécénat de compétences, la générosité embarquée, la lutte contre le gaspillage, l'économie circulaire, etc. Donc on est très fiers de ça. Et puis on a mis en face des investisseurs qui cherchent des projets. Donc les Ring Capital, les Founders Future, les Alter Equity, les Citizen Capital, tous les fonds d'impact, pour aussi créer du lien et que les mecs puissent se financer plus facilement. Et justement, que ce soit à travers Impact France ou à travers Tech for Good, du coup bientôt leur réunion. Oui. Ça s'appelait comment d'ailleurs? Le mouvement Impact France. Le mouvement Impact France, ok. Ouais. En fait, du coup, tu vois énormément d'entreprises qui sont toutes très investies dans une mission, que ce soit sociale, environnementale ou les deux. Pour revenir au sujet du podcast, est-ce que tu vois une corrélation entre des entreprises qui ont cet investissement dans une mission et leur culture entreprise qui serait peut-être plus forte que d'autres en fait? Parce que, en général, la marque employeur est plus forte. Et nous, tu vois, là, on a posté une offre de CMO pour recruter un marketing officer. On a eu, je crois, 520 candidatures rien que ça en 10 jours, tu vois. Ok. Donc, je pense que le fait d'avoir une mission forte, c'est aujourd'hui plus qu'avant, mais depuis toujours, mais encore aujourd'hui, encore plus qu'avant, ça drive beaucoup de candidatures. Donc, c'est un gros aimant à talent. C'est sans doute un élément de rétention plus fort aussi. Parce que quand t'es au chaud dans une boîte à impact et que t'es fier de ta mission, t'as moins tendance à aller voir si l'arbre est plus vert ailleurs. Donc je pense qu'en rétention des talents, c'est cool. Et en termes de culture, oui, parce que du coup c'est des cultures qui sont en général plus incarnées, moins bullshit. Comme je te disais, tu vois, t'as pas le sentiment, ou t'as pas le besoin d'en faire des tartines et des caisses sur ta mission, faire des contournements et faire des trucs un peu tirés par les cheveux, parce que la mission elle est assez simple. La culture, elle est en général assez saine et assez liée à cette ambition-là. Donc oui, je vois une corrélation assez claire entre la mission, les valeurs, l'ambiance interne, la culture interne. Ça, je pense qu'en général, les boîtes à impact et à mission partent avec une bonne longueur d'avance par rapport aux boîtes traditionnelles. Ok, super intéressant. Et alors justement, toi, t'as créé une boîte autour d'une mission, puis merde, en général, dans tout ce que tu fais, en fait, on voit quand même cette volonté d'impact et ce sens que t'as finalement trouvé, que tu cherchais au début de ton parcours. C'est pas forcément le cas de toutes les entreprises. Toutes les entreprises ne sont pas créées autour d'une mission, donc ouais, t'as juste une opportunité business. Pour autant, c'est quelque chose qui devient, moi j'en suis convaincu en tout cas, complètement incontournable aujourd'hui, d'inscrire l'impact dans son entreprise, à quelque échelle que ce soit. Quel conseil que tu donnes aux entrepreneurs qui ont une entreprise peut-être, je sais pas, on va pas dire plus traditionnelle, mais moins impact-oriented dès le début, pour intégrer cette dimension, justement? J'ai plein de conseils pour eux. On les laisse pas sur le, on les laisse pas sur le côté de la route, bien au contraire, comme on dit chez nous. Alors le premier truc, c'est que déjà, moi, on n'est pas des ayatollahs de la tech for good voilà, on est des gens assez exigeants, hein, chez Impact France et avec Eva et chez Tech for Good France et puis toute l'équipe, tous les administrateurs. Donc, on a une grosse ambition pour le mouvement et pour l'économie de manière générale, mais on est aussi très ouvert à la stratégie des petits pas. Et on n'est pas que dans la locomotive de tête, on est aussi dans la voiture balai. Et donc les gens dont tu parles, qui sont des boîtes qui sont pas des boîtes for impact, qui ont pas les ODD collés au corps ou qui ont pas une mission aussi forte que celle qu'on pourrait avoir nous chez Phoenix par exemple, mais qui ont une démarche de transition sincère. Tu vois, on en a dans le CA, on a Le Bon Coin, on a
on a le slip français, on a 1083, qui sont des boîtes, tu vois, qui sont sur le Made in France, les circuits courts, l'emploi local, etc. Donc ceux-là, ils sont largement bienvenus. Et je pense même que n'importe quelle PME, TPE de région, dans les territoires, elle peut commencer à avoir une démarche de transition, même si, a priori, elle est loin de ça, d'un point de vue culturel ou d'un point de vue agenda stratégique. Mais tu vois, le jour où une PME en région commence à, je sais pas, à changer sa flotte de voitures pour les commerciaux, et qui passe de l'essence à l'hybride ou à l'électrique ou au vélo, bah mine de rien, c'est une forme d'impact et potentiellement assez fort. Le jour où une TPE, PME, pareil, abandonne la facturation papier à l'ancienne et passe sur une facturation numérique, typiquement c'est des petits gestes, mais voilà. Et donc tout ça pour dire que tout le monde peut commencer à initier une transition et que c'est pas réservé au back market, au Phoenix, au Microdon, au Recyclivre que je viens de citer, tu vois, c'est au Olita ou aux autres. C'est ouvert à plein de gens, à d'autres modèles économiques aussi, tu vois, à des assos, à des coopératives, à des mutuelles. C'est pas réservé à une élite de start-upers parisiens très tech, au contraire, quoi. On recherche plutôt des PME en transition qui peuvent à grande échelle avoir beaucoup plus d'impact que le microcosme de la French Tech parisienne. Ok, super. Je vais encore te mettre en contribution une deuxième fois. Tu vois, faut que tu donnes plein de valeur à nos auditeurs. Pour revenir sur ce sujet de la culture entreprise, c'est une question qu'on pose toujours. Qu'est-ce que tu dirais à un chef d'entreprise qui hésite aujourd'hui à ouvrir le chantier des valeurs, à ouvrir le chantier de la culture, surtout dans la période actuelle où tu vas te dire ouais, mais en fait moi je fais de la trésor parce que c'est pas de quoi demain sera fait, tu vois, pas forcément beaucoup d'argent à investir là-dedans. Ouais, qu'est-ce que tu leur conseillerais? Moi je pense que ça vaut le coup de consacrer du temps, de l'énergie, y compris de l'énergie de top management ou de CEO, des fondateurs, parce que c'est là que ça joue, parce que la culture est quand même très très incarnée et très et pas seulement un sujet RH comme on l'entend souvent. Non, pas seulement un sujet RH, ça c'est clair, au contraire même, c'est un sujet vraiment de top niveau. Et je pense que c'est largement aussi important que la trésor, surtout dans la période actuelle où t'as des gens à distance, des gens en démotivation, des gens en remote, des gens en télétravail. Donc pour fédérer, il y a rien de tel que de se raccrocher à la culture et des valeurs fortes, à une sorte de colonne vertébrale. Donc ça vaut le coup de mettre de l'énergie, du temps et du focus là-dessus. Il y a plein de boîtes qui peuvent aider à faire ça, comme Biharmonis par exemple, tout à fait. Et donc c'est bien de se faire aider parfois pour accoucher, pour faire de la maïotique, parce que parfois toi t'es dans ton avec tes œillères quoi, à fond dans le game, et t'as du mal à prendre du recul, où tu dis on va pas remettre ça sur la table tous les 6 mois. Les valeurs elles sont claires, elles sont sur le site web. Et tu vois, parfois j'étais un peu réticent à remettre ce sujet sur la table tous les 3 mois, tous les ans. Et en fait, je trouve que typiquement dans la situation où on est nous, où t'as du nouveau management, du turnover, du changement, c'est pas une erreur que de reprendre une journée, une demi-journée. Ta culture, elle est en permanente évolution, quoi. Exactement, ouais, parce que t'as la concurrence qui arrive, parce que tu vas à l'étranger, il faut que ta culture soit valable aussi en Espagne, au Portugal, en Belgique. Et donc c'est bien de reposer tout assez fréquemment en fait, de dire où est-ce qu'on va, parce que la culture et la stratégie sont assez alignées en fait, et la communication aussi. Donc voilà, prenez du temps, premier conseil, ça vaut le coup, et du temps de manager de top niveau. Deuxièmement, éventuellement faites-vous aider pour accoucher. Donc Biharmonis c'est un bon prestataire. Et troisièmement, faites-le fréquemment, pas une fois à la fondation et puis en rendez-vous. Et puis c'est bon, c'est fait, on le débarrasse. Ouais, voilà, exactement. Ouais. C'est un truc en perpétuelle évolution en fonction de l'évolution du marché et de la strat et de l'équipe qui rejoint la boîte. Effectivement. On arrive à la fin. Je crois qu'on est pas trop mal en termes de timing. Peut-être une dernière question, un peu méta, tu vois. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée à laquelle t'aurais voulu répondre? Un truc que t'aurais pas dit ou J'ai réfléchi. Il va me sortir 15 questions, dire t'as rien posé de ce qu'il fallait. Non, j'ai réfléchi. On pourra couper ça d'ailleurs. Oh, c'est sympa aussi, ouais. Un truc dont j'aurais aimé parler. Non, je dirais que franchement, moi, ce qui pour conclure là-dessus et refaire le point avec une de tes questions tout à l'heure, justement, la culture et l'équipe, c'est un des trucs qui m'aide à tenir dans la durée sur 5, 6, 7 ans. Ce qui fait que je suis pas démotivé aujourd'hui, c'est que je prends toujours plaisir à travailler avec l'équipe, je prends toujours plaisir à venir au bureau tous les jours, je prends toujours plaisir à venir voir à la fois les piliers de Phoenix historiques qui sont toujours là, tu vois, les gars sûrs du début, et puis en même temps les petites additions récentes qui apportent leur petit plus et qui, quand je vois que la greffe a bien pris, je me dis c'est cool, tu vois. Et donc moi je trouve que ça c'est hyper important. Tant que je prends du plaisir à bosser avec les gens, que c'est pas des robots et que je suis pas juste en mode manager déshumanisé, je resterai à la tête de ce truc-là. Le jour où je me reconnais plus dans l'équipe, ou le jour où j'ai plus d'atomes crochus avec telle et telle personne, ce sera probablement plus dur, mais pour l'instant c'est un bonheur de venir bosser, et encore une fois on a la chance et le luxe d'avoir beaucoup de gens qui tapent à la porte, donc on est plutôt pas à plaindre, donc on est très fiers de ce qu'on a construit, et pourvu que ça dure, mais c'est bien parti. Bah écoute, je propose qu'on conclue là-dessus.
Ouais. Merci beaucoup, Jean, de ton temps. Merci à toi, c'était chouette. Et tes réponses, c'était génial. Merci beaucoup. Merci, Salut. à bientôt. Bye. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes là, c'est sans doute que ça vous a plu. Si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à partager cet épisode à votre boss, à votre ami qui veut monter une startup depuis toujours, ou à toute personne qui pourrait être intéressée par la culture entreprise. Vous pouvez aussi vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou toute bonne application de podcast. Et vous pouvez également nous laisser un avis 5 étoiles de préférence sur Apple Podcasts. À très bientôt pour un nouvel épisode et merci à tous.